Selon le philosophe Henry, le temps n'a pas le temps pour le temps. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Mais ça, c'était avant le Skern, parce que désormais, si j'arrête ma montre, le temps s'arrête vraiment. Petite démonstration. Je sais que c'est dur à croire, petite démonstration. 3, 2, 1... Et non, c'était un mime. Oscar m'a dit « Salut, est-ce que tu veux devenir le maître du temps? Si oui, choisis ce que tu veux sur mon site pour un immense budget de... » J'ai choisi une montre à mon image, élégante et sobre. 9 de i. Et vu que je suis contre système capitaliste qui nous pousse à toujours surconsommer, jusqu'à même détruire notre planète mère, Gaïa... Le capitaliste ne peut pas tourner rond parce que finalement il n'est mu que par la recherche de profit. J'ai décidé de laisser mon meilleur ami choisir une montre avec les euros restants. Et depuis que nous les portons, en plus d'être les maîtres du temps, comme vous l'avez vu, les gens nous aiment beaucoup plus qu'avant. Alors moi je le détestais, hein. Je pouvais pas me le voir et depuis qu'il a sa montre Skern, je l'adore, je peux plus me passer de lui. Je dors des fois, souvent, devant sa porte d'entrée. C'est vrai qu'il y a un avant-après, hein. En fait il avait pas de sens de l'humour avant. Non mais le pire c'était l'odeur. Mais heureusement maintenant, il sent bon depuis qu'il a une montre Skern. Skern propose principalement des montres, mais aussi des bijoux et accessoires pour hommes et femmes. Ils ont plus de 1000 modèles différents, c'est un truc de fou, il n'y a aucune marque qui a autant de modèles, il y a tellement de choix que vous trouverez forcément le modèle qui vous fait kiffer, c'est obligé. Mais ne perdez pas trop de temps parce que ça part assez vite. Vu que chaque montre est unique, ils privilégient vraiment la qualité à la quantité. Le bois, lui, il est certifié FSC, hein, c'est-à-dire qu'il ne cause pas de déforestation. Il y a déjà eu plus de 1 million de clients. Voilà, c'est vraiment une marque solide, je suis trop content de travailler avec eux. Et avec mon code ANDY, A-N-D-Y, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Le lien il est en description ou je rêve? J'espère que t'as assez rigolé pour la journée parce que là c'est terminé. Prends des mouchoirs. Bonne vidéo. Tu veux me punir, je vais pas me venger. Je veux juste me souvenir qu'on était sublime, sublime. J'ai toujours pas changé les draps, j'y arrivais pas, non. T'es parti parce que dans mes bras, t'y arrivais pas, non. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. La dernière fois, je suis tombé sur ça. Je suis avec Maggie. Maggie, qu'est-ce que t'as fait par amour? Rien, hop, comme ça, c'est réglé. T'en as d'autres des questions de merde? Par contre, j'ai fait tellement de trucs insensés pour une rupture, gros. Je me suis inscrit à Néoness, je me suis remis en question, je suis allé en soirée techno jusqu'à 6h, j'ai écouté 12 épisodes du Floodcast dans la même journée, parce que Flaubert et Adrien sont les deux hommes les plus réconfortants du monde, mais surtout, j'ai créé une chaîne YouTube. T'es mal à taille du seum. Comme quoi, parfois, c'est cool les ruptures. Je suis certain que ma mère était triste quand ça s'est terminé avec mon père. Voilà, enfin, je l'ai vu quoi. Mais s'il y a bien un truc dont je suis encore plus certain, c'est que sans ça, elle aurait pas trouvé mon beau-père avec qui, a priori, ça se passe mieux, et surtout, j'aurais une sœur en moins. Et ça, c'est beaucoup plus triste que n'importe quelle rupture amoureuse. Une rupture, c'est toujours moins grave qu'une rupture d'anévrisme. J'aime bien ceux qui ont la ref. Vous voyez ce que je viens de faire là? D'expliquer une sœur ou une chaîne YouTube très juteuse grâce à une rupture? Les psychologues appellent ça la cohérence. C'est-à-dire qu'on commence à aller mieux à partir du moment où on trouve du sens dans ce qui s'est passé. Une rupture brutale, c'est la perte de sens, plus rien n'en a. Et la guérison, c'est quand on a l'impression de commencer à se rendre compte que c'est pas arrivé par hasard, que ça avait un sens, une cohérence donc. D'ici là, si vous êtes triste, vous allez douiller parce que vous n'êtes ni différent ni mieux que les autres et que tous les humains souffrent. Tout le monde souffre, oui, mais en général, tout le monde s'en remet aussi. Et ça c'est cool. Parlons bien, parlons musique. Il y a plusieurs types de ruptures, plusieurs étapes dans la guérison et donc plusieurs types de chansons. Il y a des décisions d'un commun accord, mais il y a aussi des ruptures parce que le conjoint meurt. Il y a de tout. Poupée, dans sa voiture, elle a cru pouvoir oublier de freiner et à faucher ton bien-aimé. Poupée, s'il te plaît, ne cède pas, relève-toi. Et à chaque situation, devinez quoi, il y a au moins une très bonne chanson dans tous les styles de musique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai travaillé en équipe. J'ai posé une question aux 13 000 beaux gosses qui me suivent sur Instagram. Quelle est, selon toi, la plus grande chanson de rupture? Rap ou pas rap? J'ai écouté toutes vos réponses, même Kyo. Un vertige puis le silence. Je veux juste des
J'ai passé un été horrible. Mais ce n'était pas assez pour assouvir ma soif, donc j'ai cherché d'autres chansons. J'ai fouillé toute la toile, j'ai surfé sur ce web à la recherche de l'émotion. Et ça y est, j'y suis arrivé. Je connais les plus grandes chansons de rupture. Et ça sera votre cas aussi à la fin de la vidéo. Ça, c'est génial. Ou plutôt série, parce que je pense que je vais faire 2-3 épisodes. Si t'aimes bien les sujets un peu déprimants, je te conseille la vidéo sur Runa. Ou celle sur PNL. Ou les 3 parties sur Nekfeu. D'ailleurs, j'ai changé le nom de la chaîne YouTube, je sais pas si vous avez remarqué. Déprime totalement. Plusieurs choses à vous dire avant de commencer. Déjà, j'ai choisi qu'une seule chanson par artiste. Voilà. Parfois, vous verrez, j'ai un peu triché, mais voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, il est devenu quoi le premier malade du Covid en France? Pour moi, c'est Thanos, un peu. Enfin, est-ce qu'il faut souffrir pour faire de la bonne musique? Oui. Après cette vidéo, j'en suis désormais convaincu. Heureusement, il y a une nouvelle solution quand t'es déprimé, c'est de venir aux soirées qu'on organise avec Yanis. C'est exceptionnel. La prochaine, c'est le 9 novembre. Ceux qui ne seront pas là seront des losers. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes et des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Ok. Amy Winehouse fait partie des quelques personnes dans ce monde qui naissent avec un talent, un don, voilà. C'est une chance mais aussi un fardeau. Elle ne pourra pas être autre chose. Elle sera chanteuse et elle s'en rend très vite compte. Ça sera elle qui emmènera les rêves de son père et de sa grand-mère au sommet. Comme eux, elle chante, elle écrit et elle écoute du jazz. Surtout quand ça ne va pas. I write songs because I'm like fucked up in the head and I need to put it on paper and then write a song to it and sing it loads to feel better about it and have something good out something bad. Alors certes, on a tous en nous quelque chose de Tennessee, c'est vrai Johnny, paix à ton âme, tu nous manques. Mais il y a chez Amy quelque chose des plus grands artistes de tous les temps. In the scheme of my years. Ceux qui font de la musique intemporelle. Franchement, pour je sais pas quelle raison, tu connais pas du tout, on te fait écouter, on te dit ouais ça c'est sorti en 1965, tu dis ouais, mais en même temps si on te dit non je déconne c'est sorti cette année, tu vas faire ah ouais ok. Il n'y a pas vraiment de temporalité très précise dans la musique d'Amy Winehouse. Elle sort son premier album à 20 ans et c'est déjà un beau succès d'estime, hein. Aujourd'hui c'est même un petit classique pour ses fans. Elle profite de la sortie parce que elle a bien le droit d'être jeune et conne bordel, hein. Déjà qu'on peut plus rien dire si on peut plus faire la fête. Qui va l'empêcher? Ni Dieu, ni son label, ni même Tony Blair, c'est moi qui vous le dis. Bref, elle fait la fête jusqu'au jour où elle rencontre Blake Felder Civil. Un bellâtre chapeauté et élancé. Si vous n'avez pas lu la Bible, aucun problème, je vous résume le bouquin. En gros, c'est lui le diable. Voilà. Alors, si vous détestiez François, attendez de connaître Blake Felder. Cette rencontre, c'est le plus gros effet papillon possible pour Amy. Voilà. Elle aura un impact démentiel jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Bon, si elle avait mieux écouté les Rita Mitsoko, elle aurait su que les histoires d'amour finissent mal, en général. Il a raison. Mais du coup, quand elle s'en est rendue compte, elle a écrit Love is a losing game, donc voilà. Ça compense. Dans tout le malheur qu'il va lui apporter, il va au moins lui permettre de sortir un des meilleurs albums de tous les temps. Et ça c'est le problème pour nous les moldus, si on se fait quitter, à part si on considère que vomir à la 8-6 quand t'as dépassé les 25 ans c'est un chef-d'œuvre, il y a peu de chances qu'on en crée un quoi. Back to Black comme Back to Blake. Si vous voulez plus de détails, allez voir ou revoir la vidéo de Seb. Bon, je pense que vous avez tous vu sa vidéo, donc je la fais en rapide. En gros, il se rend compte, il tombe fou amoureux. Elle a enfin trouvé le strongman, le bad boy qu'elle cherchait dans son premier album. Et lui, il a désormais un moyen de financer sa toxicomanie. C'est donnant-donnant, c'est beau quoi, c'est ça l'amour. Bref, c'est assez chaotique mais passionnel, jusqu'au jour où il décide de revenir avec son ex. Comme ça, sans explication. Parce que l'homme est homme. Et Black Kent nous avait prévenu en 2009. Fais du mal, papa, parce que l'homme est homme. Aïe. Elle va douiller, comme on douille quand on se fait quitter par son premier amour. Mais elle, un peu plus. Alors, le problème de Dieu ou de je sais pas qui aurait créé son Sims, c'est qu'il a oublié de doser ses caractéristiques à la naissance. En fait, le gars, il a mis 100 en voix, en puissance vocale, et 100 en sensibilité, le bâtard. Mec, tu peux mettre un peu moins de temps en temps. Ah, elle pouvait pas faire autre chose que devenir artiste, cette meuf. Elle ressent tout plus fort. Peut-on parler d'hypersensibilité? Les psychologues s'arrachent sur le sujet, personne n'est vraiment d'accord. On sait pas si c'est scientifiquement explicable. Elle voit son destin tendre malheureusement vers celui de sa mère qui était souvent seule à la maison. Pourquoi? Parce que son père préférait rester avec la dame de son travail? Putain les hommes. Des fois je me dis que si j'étais pas un homme, c'est sûr que je serais misandre, mais en même temps, je me déteste. Alors peut-être que je le suis déjà. Bref, passons.
Amy sombre complètement dans l'école. Petite, sa grand-mère l'appelait déjà Hurricane Amy tellement elle gueulait son existence au monde entier. La seule chose qui pouvait la calmer, c'était le jazz. Et c'est toujours pareil 15 ans plus tard. Du coup, elle va écrire un album de rupture magnifique, dont l'apothéose reste le titre éponyme, Back to Black. Le piano est dingue. Il met directement une ambiance grave mais festive. On sent qu'on s'ambiance sur un truc dont on devrait pas trop s'ambiancer, quoi. On est là, on danse, mais on culpabilise un petit peu en même temps, quoi. Ça va, toi? Ouais. Dès le début, on se sent un petit peu Ryan Gosling qui débarque dans un club de jazz. Son producteur Mark Ronson voulait absolument, et là on est à un stade d'obsession comme vous pouvez pas imaginer, que l'album sonne comme s'il était sorti en 1964. Voilà, il avait cette date en tête, il est complètement malade je pense ce type, enfin bon ça doit être un génie à sa manière, je ne sais pas, mais en tout cas il voulait que ça sonne 1964 et ils ont cassé les couilles à tout le monde. Les musiciens, parce qu'il y en a eu un paquet qui a travaillé sur ce disque entre Miami et New York. Le gars qui a fait le mix, alors là, lui, je peux te dire qu'il avait intérêt à mettre du grain. Et on a rajouté un peu de saveur. Vous entendez ? Ça ajoute tout de suite quelque chose de nostalgique. On dirait un son des années 50 ou 60. Ils veulent un album intemporel, analogique et organique. Alors apparemment, Amy aurait enregistré ce morceau très rapidement, elle aurait écrit ça en quelques minutes sur sa feuille. Comme si les 3 années de vie, de rupture et de pause musicale lui avaient donné le recul nécessaire. Malheureusement, après ce morceau et cet album, Blake va revenir, potentiellement, on ne sait pas, attiré par le succès, son argent, etc. Bref, et les choses vont s'empirer, mais vous le savez. Et on passe au second morceau. Qu'est-ce que je ferai dans 10 ans? Suis-je stérile? Qu'est-ce que va bien pouvoir raconter D6 dans son prochain album? Voilà les questions que je me pose avant de dormir. Bon, on vient de le voir, une rupture c'est pratique pour l'inspiration. Encore une fois, faites bien attention à devenir artiste juste avant de vous faire quitter, n'oubliez pas. Si vous travaillez à Bricorama, c'est beaucoup moins stylé. Ça n'a aucune valeur de se faire quitter, vous allez juste être une merde. Mais du coup, comment contenter un public qui a voué à D6 toute son admiration grâce à un CD créé dans un état de torture? C'est exactement la question que je me posais pour l'après Trinity. D'ailleurs, Laylo s'en était remarquablement sorti, parce que là, D6 a l'air complètement apaisé. Il a fait une centaine de dates, des festivals, de l'argent, il fait des pubs Decathlon scooter dans le sud, les artistes qu'il a signés marchent très bien, et ils vont faire un live de fou furieux au Grand Festival. Je connais pas sa vie, on sait jamais, une petite maladie, un truc comme ça, mais... c'est quand même difficile de l'imaginer au fond du trou en ce moment, voilà. C'est tout ce que je dis. Sauf qu'on l'a vu pendant toute sa carrière, que j'ai suivi parce que j'ai l'âge que j'ai, ce type, pourquoi je vais là, je sais pas, il doit être là d'ici dans ma tête, ce type n'est pas capable d'écrire sans thème. Il n'est pas capable. C'est parce qu'il est à moitié blanc, ça. C'est à cause de sa mère. Rappelez-vous que ce type a grandi sans son père, regardez les gens à ses concerts. Donc c'est quoi ton prochain album d'ici? Un album de funk? Un album où tu fais semblant d'être triste, comme Dinos? J'observe au ralenti notre chute ascensionnelle d'un couple bien huilé avec ses baisers fonctionnels. J'ai envie de parler de Tue l'amour. Pour moi, c'est un morceau qui pète pas la gueule comme ça à la première écoute. Enfin, pas forcément, mais qui n'arrête pas de prendre de la valeur à chaque écoute. Voilà, au fur et à mesure, on est en train de se dire, est-ce que c'est pas un des meilleurs morceaux de l'histoire de la carrière de D6? C'est ça qu'on se dit petit à petit. Et moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. C'est le temps qui tue l'amour. Et sans rire, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs morceaux de sa carrière, je pèse mes mots, voilà. Déjà, t'appuies à peine sur play, t'as l'impression d'écouter tous les cris, les SES de Balavoine, c'est une régalade. Le 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin, D6 balance le prélude de son disque. On retrouve Casino, qu'on connaissait, ainsi que 3 nouveaux titres. Et il aurait pu, s'il avait voulu, appeler cette EP Cochon parce que tout était bon dedans. Regardez-moi dans les yeux quand je dis des vérités. Regardez. Les 4 morceaux de ce prélude avaient entièrement leur place, chacun, dans cette vidéo. Et si tu m'aimes pas, je dirais alléluia, alléluia. Ceux qui avaient le nez fin sentaient déjà l'odeur du futur classique qui allait arriver un mois plus tard. Besoin de se faire la guerre pour une chaussette qui traîne.
Des cheveux sur une brosse, on se fait des reproches à la chaîne. Ensemble pour des beautés, la guerre pour des beautés. Je n'ai jamais entendu un artiste me raconter aussi finement la routine d'un couple. Et en même temps, après 20 ans de mariage et de vie commune, il est à peu près autant spécialiste du sujet que Thomas Pesquet en caca spatial. Désolé pour celle-là. Et les effets du temps sur le désir ou la sexualité au sein d'un couple, les pétages de câbles sur les cheveux qui traînent dans la douche, This Is les connaît bien. Alors, je vais parler, parce que j'ai peur de personne et surtout pas du label Sublime. Comment dire ça finement? This Is a une très longue carrière. C'est très long, 25 ans, c'est énorme, c'est gigantesque. Il y a plein de trucs, il y a plein d'albums, il y en a au moins 15. C'est une folie. Bon, parfois il a écrit des chefs-d'œuvre. Parfois. Mais alors parfois, c'est terrifiant. Ouf. Oh là là. Pour moi, j'ai une théorie et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si son visage ne vieillit pas, comme ça là, qu'il est encore beau gosse à 48 ans, c'est parce que c'est toute sa discographie qui mange, mon pote. Je peux vous assurer que ses textes subissent beaucoup plus l'effet du temps que son corps. Ça, c'est une certitude. Et je dis ça, j'adorais. Hein. Moi, j'écoute depuis 2009, de l'année où j'ai découvert le rap, j'ai écouté déjà This Is, je l'écoute encore aujourd'hui. Donc, je suis assez objectif, je pense, pour le dire. Mais c'était lourd, c'était mal amené. Enfin, ça, aujourd'hui, c'est ringard, quoi. Vraiment, c'est même des fois, c'était immature, mais pas immature cool, quoi. Pas immature Booba. Immature, pas cool. Et parfois il était là à nous raconter qu'il faisait de la musique comme des dissertations, que c'était trop intelligent pour les autres. Oh là 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 là, ouf, ce mec s'adore, c'est... je l'adore aussi, hein, mais alors lui, jamais autant que lui, quoi. Mais le but c'était pas de mal parler de lui, donc on y arrive. Là où l'amour se démarque, c'est qu'il est parfaitement écrit. Il n'y a rien qui dépasse, c'est millimétré. Écoutez-moi, je sais déjà que dans 10 ans, ça sera pas ringard. Je sais pas pourquoi, mais je le sais. Et j'ai pas besoin d'écouter une interview pour comprendre qu'il a mis des années à le construire, ça s'entend. On ne peut pas écrire spontanément cet album, c'est impossible. Et à l'heure où des types qui écrivaient trop bien se vantent de ne plus le faire aujourd'hui, ça fait du bien. Bon, c'est pas un album de rap du tout, donc pas de punchline de fou, pas du tout d'ailleurs. Par contre, beaucoup de phrases mémorables. Tu veux me punir, je vais pas me venger. Je veux juste me souvenir qu'on était sublime. Je le jure, sur ce que j'ai de plus cher, sur ce qu'on a de plus vrai, un enfant ou une mère. J'ai tout un tas de causes en moi, mais je n'ai aucune excuse pour elle. J'aime quand le ciel est mauve le soir, qu'il s'accorde avec ma peine pastel. Dans Casino, il raconte bien ce moment où t'es tellement mal, c'est tellement récent, c'est là, que tu peux même pas sortir de chez toi. Parce que si tu sors, t'es juste vide, quoi. Alors d'ailleurs, un jour, je trouverai l'endroit où ils ont tourné ce clip, et moi aussi, je tomberai amoureux là-bas, voilà. Y a que lui ou... Si des Marseillais veulent bien me donner l'adresse en commentaire, je suis super chaud. Effectivement, dans Casino, il se rappelle des vacances à la plage, quand t'es bronzé, que tu bois des cocktails, que tu te marres, enfin voilà, c'est douloureux de s'en rappeler, quoi. Au bord de la plage, y'avait tant d'amour, y'en a plus du tout. Mais revenons sur Tue l'amour parce qu'il est mieux que les autres. C'est arbitraire, mais c'est comme ça. Et en même temps, comment lutter contre une chanson qui s'appelle Tue l'amour dans une vidéo sur les chansons de rupture? C'est impossible. C'est un peu comme finir mal d'Orelsan, quoi. Tout est dans le titre. Si vous êtes triste à la rentrée, je vous conseille d'aller au Grunt Festival le 21 septembre. Personnellement, moi, Andy de la chaîne YouTube Viens on discute, j'y serai et je compte bien passer un excellent moment là-bas. Mais venez, non, vous aussi. C'est bon. En vrai, si vous êtes pauvre, gardez votre argent pour la soirée séquence. C'est 12 balles. Ou 20 balles, ça dépend si tu la prends à la fin, mais... bah dépêche-toi de les prendre du coup. Et si je vous disais que cette chanson était articulée autour du temps qui passe? Je vous connais, vous êtes ingrat, vous me diriez « mais mec, tu me prends pour qui? Je l'avais déjà capté. Tu crois que t'es génius ou quoi ?» Mais c'est quand même plus simple à dire après. En gros, la réponse à cette chanson, c'est le temps. C'est le temps qui tue l'amour. Le futur me fait la cour. Et c'est là qu'on se rend compte que l'instru, c'est le compte à rebours de son couple. Écoutez bien. C'est dingue. Anéanti par la routine. L'amour que l'on se faisait est de plus en plus occasionnel. Et plus le temps passe et plus nos étreintes sont brèves. Ah, on n'est plus au début là, on fait moins les malins. Ils sont loin derrière nous là, les 6 rounds pour se mettre KO. On se remet en scène nos anciennes journées de rêve.
Mais la mèche est mouillée, y aura plus jamais d'étincelle. Bref, c'est bien écrit, c'est beau, c'est puissant, je pourrais parler de tout l'album, mais je vais passer au morceau suivant à la place. Avec le temps. C'est quand même paradoxal d'écrire une chanson sur le temps qui efface tout, qui soit si belle, qu'elle en devienne éternelle. Désolé Léo, mais du coup t'avais un peu tort. D'ailleurs, avec un pote récemment, on se demandait qu'est-ce qui sera retenu dans 1000 ans, culturellement, des années qu'on vit en ce moment. Vous savez, les poètes, on en parle au moins quand ils sont morts depuis longtemps. Hein? Sinon, on peut se tromper. Est-ce que les gens seront pour PNL et la Tour Eiffel? Est-ce que la discographie de Booba sera citée par une historienne complètement malade sur le France Culture du futur? C'est possible, hein, puisque les œuvres de Hildegard von Bingen sont encore racontées dans certaines émissions underground et écoutées sur Spotify. Alors qu'elle est née en 1098, cette folle. Alors déjà, il y a des gens qui sont nés en 1998, tu sens qu'ils commencent à devenir vieux. Mais 1098, c'est encore plus. Si Sisyphe est un mythe, alors Avec le temps de Léo Ferré est Sisyphe. S'il fouillait dans le placard des plus grandes chansons françaises contemporaines, elle traînerait sûrement pas loin de Ne me quitte pas, Mistral gagnant et Fusil. Dites-vous, j'ai lu dans un papier qui date de 2012, donc il y a 12 ans, qu'on décomptait 272 reprises officielles de ce morceau. Et là on parle que de ce qui est officiel, imaginez les covers sur YouTube. Avec le temps. Mais mon Dieu qu'il est nul. Mais mon Dieu qu'il est nul. Parmi ceux qui l'ont repris, quelques noms vous diront peut-être vaguement quelque chose, vous ou vos parents, surtout vos parents. D'ailleurs, envoyez cette vidéo à vos parents s'il vous plaît, rendez vos mamans fans de moi là, s'il vous plaît, comme ça je pourrais leur prendre plein d'argent, elles ont plus d'argent que vous, vos mamans. Bref, je vous donne quelques noms un petit peu pêle-mêle que j'ai sur mon ordinateur, vous m'excuserez de ne pas avoir appris par cœur parce que c'est... Enfin voilà, Catherine Sauvage, Dalida, Jane Birkin, Céline Dion, Bernard Lavillier, Henri Salvador, Juliette Gréco, Alain Bachung, Johnny Hallyday. Voilà, alors... c'est une belle liste. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour de regard. Alors déjà, j'aimerais rapidement débunker quelque chose avec vous. Avec le temps est beaucoup plus une chanson écrite après une rupture qu'une chanson de rupture. Je sais pas si vous me suivez, mais je vais vous expliquer. C'est même pas vraiment un texte sur l'amour. Beaucoup plus sur le temps qui passe et qui nous fait tout oublier, ce bâtard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Vraiment. Avec le temps. On n'aime plus. Et c'est pas totalement un hasard si je la mentionne juste après This Is. Qu'est-ce que ces deux chansons racontent philosophiquement? Bonsoir à tous. S'il est un mot, un concept qui a fait beaucoup rêver et écrire les poètes et les romanciers, et qui d'ailleurs ne cessera de les faire rêver et écrire, c'est le mot temps. À la recherche du temps perdu, le temps retrouvé, le temps immobile, le temps est un songe, au temps suspend ton vol, etc., etc. Mais ce n'est pas inhérent aux poètes, aux artistes, machin. À peu près tous les humains, hormis quelques grands sages bouddhistes, partagent la névrose du temps qui passe. Notre finitude est un fardeau qu'on doit tous porter sur nos petites épaules, enfin, je parle pour moi, à partir du jour où on le comprend, vers 7-8 ans. Tic-tac. Tic-tac. C'est un peu tôt. Ils savent pas, ils se tuent pas l'araignée. Le cheval, il sait pas qu'il va mourir. Le chien non plus. Nous, nous savons. Eh bien, il faut faire semblant de ne pas savoir qu'on va mourir. Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, il faut savoir que Léo Ferré, c'est vraiment un personnage à part. Tout est spécial chez ce type et vous allez vite le voir, y compris son parcours. Pas dans quel était votre état d'esprit, dans quelles circonstances vous avez écrit cette chanson? Pour acheter au piano en Italie, je faisais en 2 heures, paroles et musique. En 2 heures? Ouais. C'était quelqu'un d'autre qui me dictait ça, vous savez. Nous sommes les intermédiaires, vous savez, monsieur Pivot. Hein. Il n'y a personne. Personne n'existe. Il y a Ferré qui a écrit une chanson qui me gêne. Veuillez ne pas la publier. Il a dû faire salut. Bien sûr. Vous comprenez? C'est drôle. Moi, pour me fermer la gueule, il faut se lever de bonheur, il faut que je sois mort. Vous comprenez? Pour que je parle plus. Et que je chante plus. Voilà. Cette chanson, de toute façon, Léo Ferré, vous la chanterez à Bovino? Ah oui. Quoi qu'il arrive. Oh là là. Espérons que tout cela s'arrangera quand même. Je m'en fous. Alors déjà, il y a une partie de son enfance qui est terrifiante, dans un internat avec des prêtres, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer actuellement,
Voilà, je vais pas en parler plus que ça parce que j'aime bien gagner de l'argent avec mes vidéos. Mais enfin voilà. Mais c'est un mec qui perce très tard, c'est un peu un retardataire. Il aime chanter depuis qu'il est tout petit, il a une belle voix, donc il se décide à 30 ans de partir la faire entendre à Paris. Comment? Par voie ferrée, j'imagine. Il va galérer en chantant dans des petits bars pendant des années. Puis petit à petit, vers la quarantaine, ça va commencer à prendre doucement. Mais en fait, cette chanson qui est son chef-d'œuvre, il la sort, tenez-vous bien, à 55 ou 56 ans. C'est beau, putain. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a très peu d'images en tête de Léo Ferré jeune. On l'a quasiment toujours vu avec sa tête de fou furieux qui a sûrement inventé une bombe à un moment de sa vie, là. Pour moi, c'est un mélange entre Rick de Rick et Morty et Einstein, mais bon, bref. Et tout ça me rappelle à quel point c'est triste qu'on ne laisse plus la chance de vieillir aux artistes. Surtout aux rappeurs. Vous pensez qu'il aurait été capable d'écrire ça à 19 ans, Léo Ferré? Il écrit cette chanson en Italie, après sa rupture avec Madeleine, son grand amour. Celle qui a partagé sa vie, notamment dans un château avec plein d'animaux dans le Lot. Cette histoire, c'est la définition de la passion et elle avait probablement débuté sur un coup de foudre dans un bar rue du Bac, à Paris. Pour ceux qui voudraient aller tenter leur chance là-bas. Mais Léo devient complètement dingue avec ses animaux. Ils en ont tellement que ça devient invivable. Pépé, la chimpanzé qu'il a récupérée lorsqu'elle était bébé, est clairement la reine du château, il la considère comme sa fille, vraiment, pour de vrai. Sauf qu'elle a tous les droits. Elle mord, elle mange à table avec eux, elle détruit les tuiles du château, carrément des fois il pleuvait à l'intérieur, vraiment. Sauf qu'un jour, accident, elle va tomber et se blesser. Madeleine est complètement débordée par la situation et la fait tuer. Par un chasseur. Alors que Léo est en tournée. Je connais pas les détails, j'imagine, j'ose espérer que la chimpanzé devait être bien mal en point pour qu'elle en vienne à cette décision. Il n'en reste pas moins que ça va sonner le glas de la relation entre Léo et Madeleine. D'un coup, Léo se retrouve sans femme ni sa chimpanzé qu'il adorait. Comme un humain, vraiment, il y a des extraits de vidéos qui sont terrifiants à ce propos. Enfin, terrifiants ou qui sont mignons, je sais pas. C'était ma fille. Je l'avais fait d'enfant à personne. Un jour, quelqu'un m'a apporté un enfant. Avez-vous déjà aimé un être humain autant que vous avez aimé Pépé? Là, vous me surprenez. Je sais pas. Et voilà pourquoi on ressent autant de tristesse dans ce morceau, quoi. C'est juste Léo qui fait un trait sur un arc de sa vie qui est terminé, sa vie avec Madeleine, sa vie avec tous ses animaux, le château dans le Lot, etc. Bon, l'histoire est triste jusqu'au bout. Au final, le succès de la chanson l'agace. Pour lui, c'est rien d'autre qu'une chanson écrite en 10 minutes, hein. Il comprend pas du tout pourquoi les gens lui donnent autant de valeur, mais des spécialistes en rigolent en disant qu'il l'a écrite en 1 vie et 10 minutes. Avec le temps va, tout s'en va. La chanson est vite catégorisée dans les chefs-d'œuvre et ça va l'ennuyer, en plus de lui faire constamment repenser à Madeleine. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Il est tellement mal qu'il part s'installer en Italie, la patrie de ses origines. Il y vivra le dernier arc de sa vie, en tant que chef d'orchestre, il me semble. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Outre la qualité du texte, l'interprétation poignante, vraiment on sent qu'il est triste quand il la chante, le fait que Lou Vresval fasse probablement une référence au titre dans Tout s'en va, qui est aussi un petit classique. Je rappelle que le temps passe et tout s'en va, Cette chanson nous apprend que c'est toujours compliqué pour un artiste, peu importe l'échelle, d'être réduite à une seule chanson ou un seul album. Combien d'heures au studio le soir t'es en train de taffer? J'ai trop bossé pour ça, me résume pas à Zumba Café. Désolé Léo, mais c'est comme ça. Assume tes chefs-d'œuvre. Il m'a fallu 29 années de vie sur cette maudite terre pour comprendre que rien n'avait de sens. Même le sens n'a pas de sens. Et surtout pas le destin de cette chanson. C'est toujours à l'heure où j'enregistre ça le 11 septembre 2024, le second morceau solo le plus streamé 8 ans après sa sortie. Bientôt 50 millions de streams pour une chanson sortie à un moment où seuls quelques grands maîtres diggers connaissaient l'animal toulousain. D'ailleurs, entre Antoine Dupont, Laylo, Léon Marchand, mais surtout Big Flo, je pense qu'on pourrait directement décerner le titre de meilleure ville de France à Toulouse. D'ailleurs, la bise à tous mes cousins là-bas.
Dites-vous qu'il a enregistré ce morceau à un moment où il devait filmer Nekfeu et Giorgio pour bouffer. J'en parle déjà en long, en large et en travers dans cette vidéo où je retrace toute sa vie. Regardez-la si c'est pas fait, mais Laylo était clairement en avance. Lui aussi il devait avoir une montre Holzkern, je pense. Ah bah oui, elle est là. Au même moment où tous les blancs fans de rap du pays se prenaient un 995 et leur délire revival des années 90, lui il se dit non c'est mort, je vais essayer de faire avancer le truc, pas refaire ce que les anciens ont déjà fait. Et en 2012, bon c'était un peu cata, mais aujourd'hui c'est réussi. Je connais aucun rappeur de sa génération qui a plus inspiré les jeunes rappeurs là qui commencent actuellement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique de ses enfants, c'est un fait. Je vous parle en sérieux, en bien, en ça même s'il faut. Cette chanson est un blueprint d'une partie du rap français depuis 2020. Alors, Laylo est un rappeur, donc selon le théorème de Scarface, quand il est triste, pour une fille, il se console avec des billets. Alors Laylo, il a quelques chansons storytelling, mais celle-ci n'en est pas une. Il n'explique pas vraiment les détails de la rupture, c'est des bouts de phrases par-ci par-là, un puzzle de mots et de pensées, j'ai envie de dire. Dans le refrain, il nous dit que ses sentiments diminuent. Effectivement, ses échecs dans l'industrie et ses relations sont en train de transformer ce petit bonhomme en robot. Je rappelle qu'il s'est fait virer de sa maison de disques parce qu'il n'en vendait aucun, mais outre ça, j'ai une théorie sur cette chanson. Pour moi, c'est une façade. Plus il répète que ses sentiments diminuent, plus j'entends le contraire. Pour moi, c'est juste une chanson d'une personne dans le déni. Dans le déni complet. Regarde le clip, franchement, et dis-moi si tu vois quelqu'un qui a l'air d'avoir oublié. Selon moi, s'il avait voulu être honnête, il aurait écrit « J'ai envie que mes sentiments diminuent ». Mais c'était moins stylé, donc il a très bien fait. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, il dit pas « je t'aime plus », il dit « je t'aime plus », vraiment, tellement ça lui arracherait la gueule de dire « je t'aime plus ». Non, il n'y arrive pas, eh oui. Cette chanson, c'est vraiment ton pote qui arrête pas de dire « non mais, ah c'est bon frère, moi je l'aime plus du tout », mais qui en parle quand même tous les jours. Alors, avec le temps, tout s'en va. Oui, d'accord, Léo, ok, on peut faire nos vidéos tranquilles. Mais avec le temps, j'ai compris que, peu importe comment, si t'en parles, c'est que t'y tiens. Et une fois que tu sais ça, je peux dire que tu peux démasquer tous tes potes qui te font semblant qu'ils y pensent plus. Ou alors tu peux toi-même te rendre compte que, pour moi, et encore une fois, je ne revendique pas du tout mieux comprendre que tous les autres, c'est une chanson sur le déni. Qui est, je rappelle, la première étape d'une rupture. Et d'ailleurs, Laylo a au moins une chanson, un classique peut-être même, sur chaque étape de la rupture. Voyez plutôt, donc 10 minutes pour le déni, Vent de l'Est pour la colère. Comme un vent de l'Est, tu m'as refroidi les os, pourquoi t'as participé à ce jeu tellement ignoble? J'ai bloqué ton tel, et je compte pas faire la trêve, pour être sincère, y'aura plus jamais d'après. Million de Flowers pour le marchandage. Dis-moi si c'est trop tard, dis-moi si je suis toujours à l'heure. Et Nacré pour la dépression. Je vois des gens autour qui disent qu'ils m'aiment. Je suis pas sûr, mais je leur donne un sourire quand même. Alors Nacré, ceux qui me suivent depuis un petit moment savent la relation toxique que j'entretiens avec ce morceau. Pour les autres, bienvenue, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Quelle taille fait vous aurez toutes les prochaines vidéos directement suggérées sur votre accueil. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de pas le faire. Suite à ce passage précis sur la vidéo des chansons iconiques, et d'ailleurs la suite arrive en octobre, no cap, mon gars, les ruptures sont à l'origine des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'humanité. C'est une évidence. Sinon, comment Laylo aurait pu écrire Nacré? On m'a beaucoup demandé sur Instagram de parler de Nacré dans cette vidéo. On me l'a beaucoup demandé, vraiment. C'est la chanson qui a été le plus citée, je pense. Mais pourquoi j'ai choisi 10 minutes? Parce que Nacré n'est pas vraiment une chanson de rupture. En fait, quand je dis ça, j'en rajoute, c'est juste une chanson de dépressif. C'est juste une chanson de pure dépression au sein d'un album de rupture. En tout cas, la rupture dans Trinity, c'est un sujet énorme, quoi. Mais c'est tout, hein. À part dire, y a que tes yeux qui sont nacrés, il n'en parle pas beaucoup. Y'a tes yeux qui sont nacrés. Mais en vrai, il est beaucoup plus déprimé par ses échecs dans le rap que par une fille dans ce morceau. Pourquoi je taffe depuis tout ce temps? Pourquoi j'y crois comme un gosse? Je suis devant porte fermée.
Et dans cette chanson, il y a une des phrases les plus tristes que j'ai jamais entendues. Tenez-vous bien, accrochez-vous. On est tous morts depuis longtemps, te fie pas aux dates sur les tombes. On est tous morts depuis longtemps, te fie pas aux dates sur les tombes. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il avait? Mais l'état mental dans lequel il faut être pour penser à cette phrase, je sais pas si vous imaginez. C'est un peu comme quand il disait « Rosette, c'est la BO de ton suicide », quoi. C'est terrible de se dire « Vas-y, mes chansons elles vont peut-être accompagner quelqu'un qui va on va peut-être pas parler... » Ça va être bipé. Et rien à voir, mais Runa, excuse-moi, on sait exactement quel album t'écoutais en février, mars, avril, mai, juin, toute l'année 2020 en fait. Ça se voit. Pardon, j'ai écrit des petits docus sur les deux artistes, donc honnêtement, je pourrais tellement pousser la comparaison dans le côté asocial, métis, timide, malsain de leur personnalité, sans parler des ressemblances musicales, évidemment. Mais bref, j'avais quand même un petit peu envie d'en parler. Quoi qu'il en soit, Nacré représente parfaitement l'état dans lequel on peut être quand on a une peine de cœur. On passe au dernier artiste. Sachez que pour moi, c'est lui qui a inventé la tristesse. Avant, ce mec, ça n'existait pas dans le dictionnaire, je pense. On passe à Drake, on passe à Marvin's Room. Hello? Take Care sort en 2011 et va redéfinir le son rap pour toute la décennie qui arrive, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou même en France. Et je pense que je pourrais pas compter le nombre de rappeurs qui ont été décomplexés par cet album et le suivant, Nothing But The Same. Ce mélange entre rap et R&B. Même si lui-même avait déjà été influencé grandement par Lil Wayne et Kanye, mais on y reviendra. En 2009, Drake est certes un acteur de la série Degrassi, mais c'est surtout un jeune rookie excitant qui fait parler de lui avec ses mixtapes. Sa dernière, So Far Gone, est un gros succès. Bon, à cette époque, c'était encore le petit de Lil Wayne qui était à son prime. Ils étaient signés dans le même label et je crois qu'il l'accompagnait en tournée. Et d'ailleurs, ça se voit parce que Lil Wayne apparaît 4 fois en feat dans la tape. Donc l'engouement est là, les gens attendent son premier album, celui qui aurait dû lui faire passer ce step, sauf qu'il déçoit beaucoup de monde. Thank Me Later. Thank Me Later. C'est bien trouvé comme titre. Thank Me Later n'est pas à la hauteur des attentes. Face à ce semi-échec, Drake va se concentrer avec son pote Noah Fortichebib à la production pour sortir un putain de chef-d'œuvre. D'ailleurs, spoiler, Drake, c'est pas juste Drake. C'est presque le nom du groupe que forme Drake avec Forti, qui produit et réalise tous ses albums, comme Shadé avec son groupe ou Orelsan avec Scred. C'est pas un hasard si je mentionne ces deux artistes, je sais très bien qu'ils ont influencé énormément, grandement, enfin surtout Orelsan. Faut voir comment Drake est ému quand il raconte la première fois qu'il a entendu Peur de l'échec. I've never been so sure that something wasn't real. Like, I was like, this is not real. I must have dislocated my knee and I'm like in the hospital. I'm like... Bref, Forti et Drake se retroussent les manches et décident de s'inspirer du morceau Used Atlanta Vegas pour construire le son de Take Care. Hey there, pretty girl, you know exactly what you got. L'idée, c'est d'essayer d'arrêter de sonner comme les autres, et notamment s'émanciper des fantômes de Lil Wayne et Kanye. Construire son propre son, comme tous les grands artistes. Enfin, pour eux, acoustique et intimiste. Et pour ça, il peut remercier Forti. Et on y arrive. Pour moi, quand on parle du son de Drake, c'est Marvin's Room. Voilà. Si des aliens débarquent et me disent « Yo mec, fais-moi écouter Drake », je leur mets Marvin's Room en premier. C'est certain. Et l'anecdote la plus folle, peut-être que certains la connaissent ici, c'est que Drake avait honte de ce morceau, il voulait pas la choisir dans le track listing. Et c'est à ce moment-là que ça devient très important pour un artiste d'être accompagné par autre chose que des yes man. Forti lui dit frère, ta gueule, cette chanson c'est un moment dans le hip-hop, c'est quelque chose. On a fait un vrai truc, mais en vrai c'est facile de comprendre pourquoi Drake était pas très chaud de la sortir, c'est hyper intimiste, c'est un peu la honte. Franchement c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui pour un rappeur de se montrer aussi faible, quoi, de dévoiler un peu des trucs aussi intimes, quoi, tout simplement. Il est triste, il est complètement ridicule au téléphone, il est gênant, il repense à son ex, il lui dit que son nouveau mec, il est moins bien que lui, je sais pas quoi, il lui balance qu'il est accro aux nudes. Je veux dire, qui dit ça? Le gars, il était à deux doigts de lui dire dans la chanson « Ouais, envoie-moi des photos de tes pieds !» Alors, je pense que je suis con, parce que je m'étais toujours dit que Marvin, c'était le nom du nouveau mec de son ex, genre... Je t'appelle pendant que t'es dans la Marvin's Room, quoi, t'es dans sa chambre, enfin bref. En fait, pas du tout, il a enregistré ce track dans le studio mythique de Marvin Gaye, donc voilà, hein. Rien à voir avec ce qu'il dit dans la chanson. Le seul véritable couplet en bonne et due forme de la chanson est assez long, et pour moi,
pareil, il y a tout Drake dedans. Dans tout le côté toxique, tout est fade dans ma vie parce que je possède tout, nanana. J'ai trop de pression sur mes épaules. Enfin bref, on va revenir sur les paroles. Qu'est-ce qu'il nous dit ce con? Donc on faisait une soirée, des bitches étaient là, mais je t'appelle parce qu'elles sont parties. J'ai honte d'être le plus grand BDF de l'histoire de l'humanité. Mais en plus, les meufs qui étaient là sont potentiellement potes avec son ex. J'ai couché avec 4 meufs cette semaine, voilà, je suis désolé, je te l'avoue, tu sais, je suis un mec honnête, mais voilà, tu sais, j'ai un peu du mal à m'adapter à cette nouvelle fame là, c'est compliqué quoi. Et enfin, il a trop de poids sur ses épaules et il est vraiment désolé. Il est désolé. Bon bah ça va, il est désolé. Bref, c'est ridicule, mais c'est Drake. Et encore une fois, au moins, c'est honnête. Et je m'identifierai toujours plus à un type qui assume ses faiblesses plutôt qu'à quelqu'un qui les masque constamment. Et puis la prod, franchement, c'est tellement déprimant. C'est vraiment la bande-son d'un retour de soirée seule où t'es triste. T'es en descente d'alcool, voire d'autres choses. C'est... Non, Forti, t'es trop chaud, mec. Il n'en reste pas moins que Drake est probablement le deuxième mec le plus toxique de cette planète, derrière l'inévitable, l'imbattable Blake Felder Civil. Lui, c'est le boss de fin. J'espère que vous avez apprécié ces petites élucubrations autour de la rupture, des chansons, etc. Sachez qu'il reste encore un maximum de chefs-d'œuvre dont j'ai pas parlé. Ne me quitte pas, Jacques Brel. Bon, d'ici là, abonnez-vous. Normal, quoi. Et la bise, hein. J'aimerais dire à mon pote qu'on se remet mieux d'une rupture que d'une rupture d'anévrisme. La vie passe en un clin d'œil, je peux battre des cils, passer des paquets de billes au sachet de weed.